Maison Saine, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, c'est une première avec Maison Saine. On va essayer, les amis, de décrypter l'actualité de la santé autour de l'habitat. Voilà, de l'air, de la qualité de l'air, des problématiques d'humidité. Et je suis sûr que quand je dis le mot, ça vous parle à toutes et à tous. Voilà, l'idée de ce contenu, c'est véritablement de façon très objective et très prosaïque de vous donner les clés de lisibilité pour améliorer les conditions de l'habitat, mais vous donner également des pistes de réflexion. Une émission en 3 temps que l'on a construit avec notre partenaire Murprotec, Maison Saine, parce qu'une maison doit être saine, car je vous rappelle que la maison, c'est le lieu de l'intime, c'est le lieu de la famille, c'est le lieu où se construisent les projets des uns et des autres. On doit être bien chez soi, et c'est bien le sens de notre action. Je suis très heureux de le faire avec vous. Je vous retrouverai tous les mois. On sera aussi également sur les événements pour aller porter la bonne parole autour de l'air intérieur, avec effectivement des professionnels que nous avons réunis autour du diagnostic et des traitements de l'humidité pour l'amélioration de la qualité de l'air intérieur avec nos amis de Murprotec. Ça tombe bien puisque j'ai sur le plateau le directeur général de Murprotec qui est avec nous. Bonjour Gary Ordener. Bonjour Sylvie. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. C'est important qu'on soit là parce que c'est un programme extrêmement ambitieux que l'on s'est fixé, c'est d'avoir une sensibilisation très forte, très accrue à tous les niveaux de la société française pour l'amélioration dans l'habitat. Merci d'être avec nous. Quelqu'un que vous connaissez bien et on ne va pas bouder notre plaisir, elle est avec nous sur le plateau. Elle est ambassadrice à l'UNICEF, elle est aussi journaliste, animatrice de télévision et de radio. Elle est avec nous parce que très sensible également à la qualité de l'air intérieur et pour cause, elle y est directement concernée. Bien sûr, elle est également l'ambassadrice, très heureuse de Maison Saine. Bonjour Élodie Gossuin. Mais bonjour et bonjour à tous. Oui, fière ambassadrice du programme Maison Saine, avec une expérience qui est tout à fait personnelle et du coup l'envie de partager ses soucis, de le faire savoir. Voilà, pour informer, et c'est notre pouvoir aujourd'hui tous ensemble, donc très fiers de faire partie de cette équipe. Nous sommes très honorés de vous avoir, véritablement, parce que vous êtes une personne influente et surtout, vous êtes une personne que l'on aime en France. Et donc, c'est important aussi, vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, je parlais de l'habitat. L'habitat, c'est le lieu de l'intime, c'est le lieu aussi de l'amitié. C'est aussi le lieu où on se parle. Et je vous propose justement que cette émission soit sous ce ton-là, de se parler directement, sans embâge. Sans filtre. S'il faut parfois un peu s'engueuler, allons-y, il n'y a pas de souci, mais toujours avec un postulat de base, la bienveillance. Et je rappelle également que la vitalité d'une démocratie, c'est le débat. On n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais on doit pouvoir en discuter tous ensemble. Tout à fait d'accord avec de le manière principe. importante. On va parler de cet enjeu de santé publique et de l'impact de l'humidité sur la qualité de l'air intérieur dont il faut se méfier. Je vous le dis, vous allez voir, c'est hallucinant. Les chiffres sont assez éloquents. D'ailleurs, l'Agence nationale de sécurité sanitaire en a beaucoup parlé. On va en parler. C'est l'ambition de Maison Saine et de notre coproducteur Murprotec avec qui nous avons construit ce programme. On verra ensuite quelles conséquences cela peut avoir sur notre patrimoine immobilier. Oui, parce que bien évidemment, si vous ne rénovez pas, si vous ne travaillez pas l'humidité, puisque c'est l'ensemble de votre logement, que vous soyez dans un logement collectif ou dans une maison individuelle, ça a un impact sur votre portefeuille, ça a un impact sur votre pouvoir d'achat. C'est aussi cela qu'il faut évaluer avec les personnes. Lorsque vous intervenez, Gary, sur des chantiers, vous améliorez les conditions de vie, mais également la valeur, si on peut dire, patrimoniale de l'actif immobilier. Croyez-moi, je sais que vous y êtes extrêmement sensible. Mais tous ces sujets, on va les décrypter avec des avocats, des sociologues, des médecins, des personnes influentes, des grands patrons de groupes immobiliers, des leaders d'organisations patronales dans l'immobilier pour engager véritablement une réflexion sur la qualité de l'habitat. Un magnifique casting donc vous attend pour ce premier numéro en coproduction avec nos amis de Murprotec Maison Saine. C'est parti. Alors, on va parler du sujet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un état des lieux qui nous permettrait en fait d'évaluer l'enjeu. Parce que c'est vrai que quand on voit les chiffres, Gary... affolant. Et j'allais dire, c'est tellement... Puisque j'y suis passé, puisque vous m'avez beaucoup aidé à me nourrir autour de cela. Comment se fait-il, Gary, si on devait faire un état des lieux, là, voilà une photographie à l'instant T, que,
la prise de conscience ne soit pas si effective que ça, alors que quand même, au Parlement, on en a parlé, il y a des sujets qui ont été évoqués. Où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui? Et ensuite, je vous demanderai, Élodie, de commenter également. À notre niveau, on se rend compte qu'effectivement, c'est pour ça qu'on a voulu créer ce programme Maison Saine. C'est que les gens sont globalement... Ils savent que l'humidité, c'est pas bon pour la santé, que la qualité de l'air est un sujet, mais on s'en rend pas vraiment compte. D'accord, on en parle, mais pas plus que ça. Nous, sur le terrain, on se rend compte vraiment, d'accord, quand on rencontre tous les jours, d'accord, des particuliers ou des professionnels, ils ont une information très réduite sur le sujet. Et d'où l'intérêt de ce type d'émission, de communiquer, pour que les gens ne restent pas sans savoir, parce qu'effectivement, les chiffres sont éloquents. On en parlera tout le long de l'émission, hein, mais on parle de 20 000 morts, c'est 5 fois plus de morts liées à la qualité de l'air intérieur que sur la route. Incroyable. Voilà, c'est incroyable. Et d'ailleurs, quand on le dit, nous, on ne croit pas. On ne croit pas. Oui, non, c'est fou. On nous dit si c'était vrai, oui. ça se saurait. Et pourtant, effectivement, personne n'en parle. C'est exactement pas assez, ça. En tout cas. Mais moi, je peux justement rebondir sur ça. C'est exactement mon cas. Parce que, en fait, on a une maison que l'on a fait construire, que je pensais être un cocon où on se retrouve, je me pensais en sécurité, surtout mettre mes enfants en sécurité. Et c'était loin d'être le cas. Mais je dois avouer que, de base, quand j'ai eu le premier diagnostic de Murprotec, suite à une expertise dégâts des eaux, inondations chez moi, etc., et on ne s'en sortait pas, quand j'ai vu le résultat, mais moi je n'y ai pas cru parce que personne ne l'a jamais évoqué, qu'on ne communique pas sur le sujet. Vraiment, pour être honnête, j'ai même cru à une arnaque. C'est-à-dire que je n'ai pas cru que ma maison était malade. Parce qu'on se dit, c'est juste, je vis dans une région assez humide, en pleine forêt, en Picardie, il pleut régulièrement, etc. Je me suis dit, voilà, ça sèche, c'est un sous-sol, il n'y a rien de grave. Alors qu'en fait, on a tous des pathologies dans ma famille et que jamais le lien a été fait entre l'air qu'on respirait dans la maison et on a quitté Paris pour mieux respirer. Et finalement, on se retrouve emprisonné dans une maison qui nous rend malade et qui est malade. Et aucun professionnel de santé, aucun professionnel tout court ne m'a jamais évoqué le lien entre la situation désastreuse de ma maison et l'asthme que j'avais ou les allergies et l'asthme de mes enfants. C'est quand même hallucinant. Comment vous avez pris conscience? Quel est le déclencheur qui vous a fait prendre conscience de l'importance du sujet? Le déclencheur, ça a été une énième inondation chez moi, donc dans le sous-sol, une intervention de l'assurance, des travaux, etc. Et une humidité qui persistait et qui s'aggravait malgré l'intervention de professionnels qui nous ont dirigés vers un diagnostic de Murprotec. Et je ne savais pas que ça existait, donc je me dis simplement que moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de dire à tout le monde, ne restez pas sans savoir, faites un diagnostic de votre maison, c'est gratuit, après vous en ferez ce que vous voulez. Exactement. Mais c'est comme dans la vie en général, vous avez cette chance d'accéder aux diagnostics médicaux, faites-le aussi en diagnostic, entre guillemets, médical de votre maison pour sauver peut-être la vie de votre famille. C'est très clair. On sauve des vies dans ce que vous faites. D'où ça vient justement, ces problématiques d'humidité et d'air intérieur? Comment on fait le lien dans tout ça? En fait, il y a deux grandes familles de problèmes d'humidité. Il y a l'humidité accidentelle qui vient suite à des dégâts des eaux, une fuite de terrasse, de toiture, de canalisation. Et après, il y a également l'humidité structurelle qui se répartit en trois grandes catégories. L'humidité dite ascensionnelle qui vient du sol, donc c'est l'humidité qui remonte au travers des murs. C'est ça qu'on appelle capillarité. Voilà, c'est ça qu'on appelle les remontées capillaires. Les remontées capillaires, exactement. D'accord. C'est l'eau qui remonte. L'humidité présente dans la terre qui par capillarité remonte dans les murs et peut remonter à 1m20, 1m30, 1m40. Il faut que je montre des photos de ma maison, vous allez tout de suite comprendre en quoi ça consiste. Et ça contamine les murs, ça les fragilise. Ça les fragilise, parce que dans la terre, il y a les sels minéraux, ça emmène les sels minéraux et au contact de l'oxygène, il y a une réaction chimique qui se crée et ça crée le salpêtre qui, lui, est un corrosif pour le bâtiment. Et donc, on le verra tout à l'heure, mais ça, c'est très mauvais à respirer, quoi. Alors, à respirer, mortel, bien sûr, c'est mauvais à respirer et c'est aussi mauvais pour la structure du bâtiment. Donc ça, c'est une catégorie. La deuxième catégorie, c'est les infiltrations. Ça, c'est quand on est dans les pièces enterrées. Élodie l'a vécu. Et là, effectivement, par un défaut d'étanchéité, on a également des infiltrations. Et la troisième catégorie, c'est l'humidité de condensation qui, elle, la plupart du temps, arrive par un manque de ventilation, un manque d'aération ou parfois, je sais qu'on en parlera également, par de la surisolation de nos bâtiments. Et là, effectivement, on a de la condensation qui arrive dans nos bâtiments. Et là aussi, c'est dangereux. C'est vrai que moi, je fais partie d'une génération où on surconditionnait. On faisait de la surcondensation à la maison. Mes parents, ils bloquaient les fenêtres. On mettait le boudin, vous savez, derrière les portes,
qui permettaient de ne pas avoir l'air, etc. Alors et on qu'aujourd'hui, surhumidifie les maisons. on baissait aussi. les portes, alors qu'aujourd'hui, il faudrait les détalonner. Il faudrait détalonner les portes de 5 cm, par exemple. Non, mais on avait des gestes contraires. Et puis c'est ça, en fait, parce qu'on n'est pas informé. Par exemple, moi, je découvre, j'ai appris donc les termes, donc les remontées par capillarité. Enfin, moi, c'était le cumul de toutes les humidifications possibles de la maison. Bien sûr. Mais par exemple, d'apprendre aussi à aérer sa maison, c'est bête, mais concrètement, moi, je me disais, bon, même en plein hiver, j'aère vite fait, j'ouvre une fenêtre 10 minutes. En fait, maintenant, je passe mon temps à faire de la ventilation transversale, c'est-à-dire d'aérer pour faire courant d'air partout. Ah, mais oui. Et moi, je me suis dit aussi en plein hiver, mais il fait trop froid pour aérer, le chauffage, ça coûte. Alors qu'en fait, si ta maison est humide, en fait, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus cher à chauffer. Exactement. Mais on ne le sait. Moi, ça me rend dingue, en fait, que personne ne nous en ait parlé. Donc, on est là pour ça, mais c'est fou. très, très important ce que tu viens de dire. C'est prosaïque, mais moi, je faisais la même chose. En fait. Bah Ça ne servait à rien. J'ouvrais que d'un seul côté. Il y a une vraie différence en plein hiver. Mais oui, il y a une vraie différence entre aérer et ventiler. Si vous ouvrez juste la fenêtre de votre chambre et vous laissez la porte fermée, vous allez effectivement aérer un peu cette pièce, mais vous allez même faire l'hiver, une deuxième problématique, c'est que vous allez amener de l'air froid dans un volume d'air chaud, vous allez générer de la condensation. Alors qu'effectivement, il faut créer un courant d'air global pour pouvoir renouveler l'air intérieur. Ça promet un débat extrêmement intéressant et on a réuni justement un casting d'exception justement pour parler de ce sujet. Dernier point, et je voudrais vraiment vous remercier. On est très heureux dans la rédaction de vous avoir sur ce sujet, Élodie, parce que vous y êtes clairement engagée. Quand vous avez vos enfants et vous avez constaté ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous diriez là, à toutes celles et ceux qui nous écoutent, les 3-4 conseils qu'on pourrait mettre en œuvre, voilà, la parole d'Élodie sur le sujet, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire là tout de suite? Moi, déjà de base, je me dis j'aimerais beaucoup et j'aurais aimé que des médecins ou des professionnels évoquent le lien possible entre nos pathologies asthmatiques, respiratoires et l'air intérieur qu'on respire. Donc en conseil, simplement, c'est de dire, n'attendez pas. Moi, j'ai attendu longtemps, je me sens ultra coupable. Parce que j'ai cru que c'était normal. J'ai cru que c'est normal parce qu'un sous-sol, si c'est humide, c'est pas très grave. Ouais, la salpêtre, c'est pas grave. Les enfants sont plus bébés, ils vont pas y toucher, ils mettent le doigt. C'est pas très grave parce que il pleut beaucoup, donc c'est normal. Enfin, tout est normal. On va aérer, on va mettre un peu de ventilation. Puis vous savez, je mettais des machines partout d'absorption de l'humidité là, tu sais, qui se remplissent et puis tu les vides. C'est bon, ça marche bien. J'ai absorbé un peu d'eau. Je suis contente, dis donc. Ça démontre qu'il y en a. Ouais. Voilà. Donc c'est juste le conseil ultime, c'est de faire un diagnostic, qu'on constate des moisissures, des traces d'humidité ou pas, parce qu'il y a aussi des cas où on la voit pas forcément, l'humidité. Elle est cachée dans les murs, mais elle bouffe tes murs, elle peut bouffer ta maison et surtout, elle peut bouffer ta santé. Donc, de faire un diagnostic de son habitat, quel qu'il soit, ancien, récent, construit, peu importe, c'est gratuit. C'est de faire ça pour savoir et de se dire que si vos enfants ont des pathologies respiratoires, asthmatiques, allergiques, etc., de peut-être se demander s'il y a un lien. Très clair. Voilà. Très clair. Merci, Élodie. Gary, qu'est-ce qu'on peut leur dire à tous ceux qui nous écoutent, si on devait leur donner là comme ça tout de suite? On peut rajouter, elle l'a dit, Élodie, mais il faut écouter sa maison comme on écoute son corps, d'accord? Et la maison nous envoie des signes, des indicateurs. Ces indicateurs, ça peut être des petites traces de moisissure, ça peut être de la condensation sur les fenêtres, de l'odeur, des peintures qui cloquent, des tapisseries qui se décollent. Tout ça, c'est des indices qu'il ne faut pas camoufler et qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'en fait, comme pour la maladie, d'accord, ça a des stades évolutifs de pathologie, stade 1, stade 2, stade 3. Plus on attend, plus ça devient grave. En fait, vous voulez dire qu'à un moment donné, ça devient irréversible? Nous, on s'aperçoit, on a des chiffres, Sylvain. Il y a quasiment 15% des cas, c'est énorme, où on ne peut plus intervenir. Ah la vache. Moi, je vous le dis, à ma maison, si j'avais attendu encore, on m'a dit entre 3 à 5 ans, mais c'était catastrophique. Après, on arrive dans des désordres structurels très lourds, d'accord? Bien sûr. Donc, plus tôt on s'y prend, mieux c'est, d'accord? Alors après, effectivement, il y a plein de gestes simples qu'on peut faire, mais Élodie en a parlé. Et on va bien sûr les développer. On vous retrouvera tout à l'heure, si vous voulez bien, à la conclusion, mon cher Gary. On va recevoir, pour le prochain plateau, on va recevoir Anna Iglemer, députée du Finistère, présidente du Conseil national de l'habitat, et d'ailleurs qui est kinésithérapeute de formation, et qui est très sensible à cette question et très engagée. Nous aurons un formidable témoignage de Marine Leblanc, justement, qui est la victime directe des problématiques d'humidité dans l'habitat. Elle est d'ailleurs en contentieux
avec son bailleur, mais elle nous parlera de cette expérience et comme quoi finalement ça touche pas que les personnes âgées ou les enfants, puisque c'est quelqu'un de jeune et on en parlera tout à l'heure. Je rappelle qu'elle a quand même subi une transplantation des deux poumons, ce qui est pas neutre. On parlera également avec un médecin, Pierre Papex, spécialiste de la santé environnementale, qui a un avis très tranché sur la question et qui pousse effectivement les politiques, puisque bien évidemment tout est politique et ça passera certainement par là pour justement améliorer les conditions de vie de l'habitat. Nous aurons également Bruno Tudal, conseiller médical en environnement intérieur, qui d'ailleurs lui-même, dans son expérience, a été touché par cette problématique. Et nous aurons également le responsable du pôle d'engagement sociétal de Murprotec, Édouard David, qui sera également avec nous. C'est tout de suite après ça. Eh bien, de retour sur le plateau pour ce numéro 1. C'est un peu un pilote, on dit ça dans les médias, pour justement les défis environnementaux dans l'habitat, sur la qualité de l'air, sur les problématiques d'humidité. On l'a vu en introduction avec Gary Ordener, le directeur général de Murprotec, et Élodie Gossuin, qui est l'ambassadrice sur le sujet avec Maison Saine. Une table ronde, justement, une partie importante, très importante, avec des invités sur les enjeux de santé publique. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, elle est bien sûr habituée dans nos studios, quelqu'un qui connaît bien les sujets de l'habitat, et pour cause, elle est présidente du Conseil national de l'habitat, elle est parlementaire et députée du Finistère. Bonjour Anaïs Glomer. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. C'est toujours vraiment avec plaisir qu'on vient ici, donc il n'y a pas de problème. Merci. Vous êtes, sur votre gauche, il y a Bruno Tudal. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno Tudal, vous êtes conseiller médical en environnement intérieur, vous êtes ce qu'on appelle un sachant. Merci d'être là parce que vous aussi, dans votre histoire personnelle, l'air intérieur, la qualité de l'air intérieur, ça vous parle bien évidemment. Voilà, un praticien, il nous fallait un grand connaisseur qui est pneumologue, allergologue, qui est spécialiste également du sommeil, spécialiste de la santé environnementale. Il est avec nous, on en est très heureux, c'est le docteur Pierre Papex. Bonjour. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous, docteur. Je suis très honoré que vous soyez avec nous parce que vous avez une connaissance encyclopédique, académique du sujet. Vous avez d'ailleurs, à de multiples reprises, alerté les pouvoirs publics sur le sujet. On est très heureux que vous nous accompagniez pour ce numéro 1 de Maison Saine. Bonjour Marine Leblanc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Marine, vous êtes finalement, j'allais dire, la preuve malheureuse, si je peux dire les choses comme ça, parce qu'il vous est arrivé exactement ce que l'on prévoit dans les problématiques d'air intérieur. Vous avez été contaminé, on peut dire les choses comme ça, je ne sais pas si c'est le terme approprié. Vous avez ensuite une pathologie qui est liée à la dégradation de votre habitat, liée par la pénétration d'une humidité qui a eu pour conséquence une transplantation de vos 2 poumons. Oui. Qui aurait pu vous tuer. J'étais à 24-48 heures, il me restait 24-48 heures, donc oui, c'était très compliqué. Merci d'être avec nous. Merci parce que, alors c'est vrai, ça fait très média de le dire, mais c'est important pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je sais que vous menez un combat, Marine, parce que vous ne voulez pas que ça se reproduise. Vous voulez aider les gens, parce que c'est ça aujourd'hui votre combat, pour ne pas que d'autres personnes soient contaminées comme vous. Et dans un monde où le logement, où la crise du logement est majeure, où les gens acceptent tout pour être logés, il faut le dire ça, eh bien, votre exemple est important pour nous. Et je voudrais vous remercier au nom de la rédaction d'avoir accepté d'être avec nous. Merci encore une fois. Merci à vous. Bonjour Édouard David. Bonjour Sylvain. Voilà, responsable du pôle engagement sociétal de Murprotec. Vous avez les solutions, Édouard, sur le sujet. On est d'accord là-dessus. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Alors, qu'est-ce que c'est que la qualité de l'air intérieur ? Je voudrais vous poser cette question. Problématique d'humidité. On a vu justement les effets avec tout à l'heure Élodie et Gary. J'aimerais bien évidemment qu'on réponde un petit peu à toutes ces questions. J'allais dire, je vais commencer par, des chiffres qui sont éloquents. Édouard, 20 000 décès par an dont on sait qu'il y a un lien de causalité avec l'humidité et l'air intérieur. C'est exactement ça. 20 000 décès chaque année et 28 000 nouvelles pathologies, en tout cas respiratoires, chaque année. Et c'est des chiffres qui sont ahurissants. On sait, Édouard, que la causalité est réelle. C'est-à-dire qu'on n'est n'est pas en train de tergiverser. Donc ça, c'est les statistiques.
Voilà, c'est pour ça qu'on parle de qualité de l'air. C'est aujourd'hui notamment la conséquence de cette mauvaise qualité de l'air dans les intérieurs qu'on retrouve et qui se matérialise à travers ces chiffres effarants, les 20 000 décès et les 28 000 nouveaux cas de maladies respiratoires. Je vais commencer par vous, docteur, justement, parce que vous êtes un praticien aguerri. Comment se fait-il qu'on consacre 10 fois, 100 fois plus de budget à la prévention routière, qui fait à peu près 5 à 6 fois moins de décès sur la route que l'environnement de l'habitat? C'est quoi? C'est pas une négligence? C'est quoi? C'est une méconnaissance? C'est pas une négligence, c'est une méconnaissance, ou en tout cas une connaissance récente. Et aujourd'hui, en 2025, c'est la première fois que le Congrès des maladies respiratoires traitait de la relation avec l'environnement. En cardiologie, c'est la première fois en 2023 qu'on a parlé d'environnement, de sommeil comme étant des facteurs de risque, comme le diabète, l'hypertension, de troubles coronariens, donc reliés à l'environnement. En fait, c'est une science qui est assez récente. Moi-même qui suis directeur d'un groupe santé-environnement qui enseigne à nos praticiens, on se rend compte que souvent, ils ont les yeux grands ouverts en disant « Tiens, c'est nouveau tout ça ». Et pourtant, c'est tellement important au niveau des chiffres que vous avez évoqués. C'est très clair. Et on va développer, puisque, docteur, nous avons des solutions, vous avez des solutions, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et c'est le postulat éditorial, d'ailleurs, qu'on a pris avec vous, Édouard, et l'ensemble des équipes de Murprotec et de Maison Seine, justement, de donner les clés de visibilité, puisque tout ça est réversible si on prend la bonne mesure. Anaïg Lemeur, présidente du Conseil national de l'habitat, ce sujet, vous le connaissiez? Oui, mais parce que je suis vraiment dans le sujet, c'est-à-dire en travaillant sur le logement, effectivement, je le connaissais. Et je le connaissais parce que je suis masseur kinésithérapeute aussi, donc de formation. Donc les pathologies respiratoires, c'est ce qu'on traite au quotidien quand on est kiné. Donc voilà, il y avait une connaissance sur le sujet. Alors, on est surpris que le sujet, d'un point de vue réglementaire ou d'un point de vue prise de conscience politique, ne soit pas plus... qu'il n'y ait pas plus d'alerte. Voilà, qu'il n'y ait pas plus d'alerte. Si on compare les budgets alloués à la prévention sur l'habitat et la qualité de l'air intérieur, il n'y a juste pas photo entre le budget consacré à la prévention routière. Alors, pourquoi je fais... C'est un peu court, effectivement, comme exemple, mais ça dit bien, Anaïg, la méconnaissance peut-être du secteur. Est-ce que vos collègues à l'Assemblée, est-ce que le gouvernement, est-ce que les politiques pourraient s'en emparer? Je sais que vous l'avez fait, bien évidemment. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup à faire encore pour améliorer les conditions de vie des Français sur le logement? Alors effectivement, il y a plusieurs collègues qui sont concernés et qui travaillent sur la qualité de l'air. Il y a des groupes de travail qui existent, voilà, et on y participe. Donc il y a une réflexion qui est menée quand même à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est vrai qu'on l'associe peu à des politiques publiques qui sont déjà en place. Quand on parle de rénovation, on parle que de rénovation énergétique. Et souvent, en fait, on oublie d'associer aussi la qualité de l'air, qui fait que l'un et l'autre peuvent travailler en plus ensemble, parce qu'on est sur des notions de fluide et de ventilation. Et donc, on pourrait très bien associer la réflexion sur les deux domaines. C'est-à-dire que ça pourrait être encore plus engageant que de dire, là, ça commence à monter, le sujet, mais que de dire, à long terme, un bien qui n'est pas ventilé, qui est mal isolé, ça génère en fait des problématiques à long terme. Bien sûr. Et donc que ça soit des problématiques effectivement respiratoires, mais aussi le docteur pourra en parler, sur des problématiques aussi même mentales, de bien vivre, etc., de qualité de vie. Donc il y a quand même quelque chose à générer. Et je pense qu'il y a des territoires qui s'en saisissent. Par exemple, nous, les politiques, notamment régionaux en Bretagne, s'en sont saisis justement en mettant des recommandations de ventilation, que ce soit dans les habitats, mais aussi dans les écoles, dans les lieux de collectivité. En ayant mis des capteurs d'air justement aussi dans les écoles, ça permet vraiment d'avancer sur le sujet, parce que la prise de conscience, elle est aussi éducative. Donc c'est vrai que de le faire dans les écoles, c'est quelque chose en fait qui propage après dans les foyers, et les gens prennent conscience. C'est un point de départ. Souvent, l'école est un peu le moteur pour une prise de conscience collective. Donc on l'a vu sur d'autres sujets, sur la gestion des frites, etc. Et donc tout doit partir aussi de l'école et de l'éducation. À l'heure où la crise du logement frappe durement le pays, il faut le savoir, il y a une vraie crise du logement dans ce pays. Clairement, les jeunes ne trouvent pas de logement, ni à louer. Alors je vous parle même pas d'acheter en zone tendue, où les prix sont tout simplement inabordables, bien évidemment.
Ce qui pousse les populations à aller de plus en plus loin de leur lieu de travail, par exemple. Ou, deuxième chose, d'accepter d'habiter dans des endroits qui sont des endroits qui pourraient être potentiellement insalubres à cause d'un manque d'offres cruel. Et ces personnes-là, malheureusement, n'alertent pas, puisqu'ils sont tellement déjà contents d'avoir un logement, parce que forcément, j'ai un logement, même s'il est pourri, même s'il est humide, même s'il est indigne, parce que c'est de l'habitat indigne, eh ben, ils ont ce logement. Les professionnels de l'immobilier ont alerté à plusieurs reprises le gouvernement, puisque les syndicats patronaux, nous allons recevoir la présidente de l'UNI, sur des grands patrons de l'immobilier, nous en recevrons le président de l'Oise-Lake des Grandmonts également qui nous en parlera. Ils sont force de proposition. Alors je sais, vous êtes la politique qui représente, voilà, vous êtes sur mais comment on fait pour résoudre cette équation d'une crise cruelle du logement et d'un enjeu majeur de santé publique où il est urgent d'agir? Alors effectivement, l'équation n'est pas évidente. Il y a des moments où des gens vont accepter un logement qui est insalubre ou indécent parce qu'ils ne trouvent pas de toit. À défaut, en fait, de trouver autre chose, ils vont l'accepter. C'est vrai, mais maintenant il y a aussi des contrôles, il y a aussi le permis de louer qui a été mis en place, qui permet aussi d'avoir un habitat beaucoup plus sain, beaucoup plus digne pour les gens. Donc il y a quand même des dispositifs qui ont été mis en place, qui sont saisis par les collectivités pour qu'on retrouve plus non plus des marchands de sommeil. Je veux dire, moi j'ai l'exemple d'un bien que j'ai visité une fois où il y avait une canalisation au plomb, il y avait un mur qui était tout moisi. Il me dit mais vous inquiétez pas, c'est moisi, mais la canalisation derrière qui avait pété, on l'a réparé. Oui, mais le mur il a jamais été retraité derrière. Donc il y a un moment aussi, il y a des gens qui sont pas des bonnes personnes en fait pour la gestion de l'habitat. Donc il faut faire attention. Il y a des mauvais propriétaires aussi qui ne mettent pas en fait les moyens pour pouvoir justement faire les travaux et faire que le bien soit décent pour tous. Donc il y a une prise de conscience collective et je pense que c'est vrai que c'est difficile quand vous êtes en situation très précaire et que vous ne trouvez pas de toit pour habiter. Vous vous retrouvez en situation à accepter. Et vous acceptez, et surtout, vous bronchez pas, parce que, sans faire de mauvais jeu de mots d'ailleurs. Oui, c'est un mauvais, oui, parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver à la rue, quoi. C'est malheureux, c'est terrible, mais moi je le vois puisque j'ai la chance de voyager un peu partout en France, dans les villes de France, c'est assez désespérant. On voit ça tous les jours. Bruno Tudal, vous êtes... Alors, comme quoi finalement dans la vie, il n'y a peut-être pas de hasard, parce que vous êtes devenu conseiller médical sur l'environnement dans un contexte dans lequel vous-même, à titre personnel, vous avez été touché. Comme quoi, finalement, vous rendez peut-être ce qu'on vous a donné et vous essayez d'aider. Parlez-moi d'abord de votre activité. J'aimerais savoir, pour socialiser ceux qui nous écoutent, ce que vous faites. Et également, je vous demanderai une réflexion justement sur ce qui a été dit par Anaïs Glemer, par le docteur Papex et l'exemple de Marine qu'on souhaite ne pas reproduire, bien évidemment. Et c'est un vrai sujet de société aujourd'hui. Oui, donc moi je suis conseiller médical en environnement intérieur, ou CMEI, et donc l'objectif c'est de donner des conseils aux patients qui ont des pathologies respiratoires ou allergiques qui sont notamment liées à leur environnement intérieur, et aussi d'apporter des réponses justement aux médecins, pneumologues, allergologues, pédiatres en général, pour pouvoir mieux prendre en charge les patients et ne pas simplement en fait leur apporter un traitement, mais aussi leur apporter un environnement intérieur qui soit meilleur, puisque souvent... Quitte à modifier l'environnement intérieur. Voilà, tout à fait. Et souvent, ça peut être des pathologies qui sont plus ou moins lourdes, mais on a des patients qui restent 100% de leur temps de chez eux. C'est quand même important de vérifier que chez eux, ils n'aggravent pas leur état de santé. Vous voulez dire que le comportement peut avoir aussi une incidence ? Les gestes et le comportement dans l'habitat, c'est ça que vous voulez dire ? C'est un ensemble, il y a à la fois l'aménagement, le comportement, les habitudes de vie qui vont faire que les personnes vont s'exposer sans s'en rendre compte. Alors, il y a un exemple que tout le monde peut comprendre, c'est la cigarette, par exemple, le tabagisme passif. Oui. Voilà. Ah oui. Mais on a tous l'impression que c'est un peu abstrait, mais ça l'est pas du tout. Hein. Voilà, et il y a des choses qui sont beaucoup moins évidentes, comme les produits ménagers, qui peuvent être très irritants et allergisants,
et finalement personne n'y fait attention, ou presque. Même si les fabricants font de plus en plus d'efforts sur la composition des produits, malgré tout, moi, je rencontre au quotidien des personnes qui ont déjà une pathologie respiratoire et qui continuent à s'intoxiquer finalement et à s'irriter les bronches avec des produits dont la composition pose quand même problème. Ce qu'on doit remettre en cause, c'est le niveau d'information ici. C'est parce que ces gens-là, en effet, ils n'ont pas cette information-là. Tout à fait. On le voit qu'il n'y a pas de campagne d'information aujourd'hui qui vise à faire de la prévention, qui vise justement à sensibiliser le grand public quant au risque de l'habitat sur la santé. D'où la naissance aujourd'hui de ce programme Maison Saine qui a pour vocation d'élever le niveau de conscience, Mais justement, de faire de la formation. Est-ce que l'air qu'on respire, l'air intérieur, est plus vicié que l'air extérieur? Elle est 5 à 8 fois plus polluée. Ah bon? 5 à 8 fois plus pollué. L'air intérieur est 5 à 8 fois plus pollué. Ça, c'est l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs qui le dit. Donc, c'est une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, quoi. Donc, à un moment donné, simplement, il faut mettre des mots sur pourquoi, expliquer aux gens pourquoi, en effet, à un moment donné, cet air intérieur est plus pollué. Et c'est notamment à cause de notre mode de vie, à cause de tout un tas de facteurs aujourd'hui. L'humidité, aujourd'hui, l'humidité, c'est un des plus grands polluants de l'air intérieur qui va favoriser notamment le développement de moisissures, d'acariens, à un moment donné, deux gros allergènes, si je ne me trompe pas, les plus gros allergènes qu'on va retrouver à l'intérieur d'un logement. Barine Leblond, et encore une fois, vraiment merci de témoigner, je sais que c'est pas évident. Votre vie a été clairement menacée, et vous avez une chance extraordinaire d'avoir pu être greffé, ce qui n'était pas évident. Parce qu'encore faut-il trouver des greffons qui permettraient de le faire, donc vous avez certainement été sur une liste d'attente, ou bien évidemment avec ce problème. Est-ce que vous pouvez, et on voudrait vraiment, avec Maison Saine et nos amis de Murprotec, vous donner largement la parole, nous expliquer exactement ce qui vous est arrivé? Racontez-nous votre histoire. Alors, en 2020, j'ai commencé à avoir des premiers symptômes, fièvre, essoufflement, tout. Donc, on a supposé que c'était une grippe, tout bêtement. Jusque-là, tout allait bien, je veux dire. Jusque-là, tout allait bien. Je faisais du sport. On peut vous demander votre âge? J'ai aujourd'hui 29 ans. Donc vous aviez, à l'époque, vous aviez quoi, 24 ans? Au moment où je suis tombée malade, j'avais 23 ans. Oui. Et j'allais au sport 3 fois par semaine. J'étais quelqu'un joyeuse. Enfin, j'étais très active. Il n'y avait aucun problème. Et du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, des symptômes. Et moi, tout le monde me dit ça doit être une grippe. Donc, ok, ça arrive. Sauf que plus le temps passe, mes symptômes ne sont jamais passés. Et j'ai eu un sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grave. Donc j'ai pris toutes les mesures, j'ai fait beaucoup d'examens, des radios, des scanners, j'ai rencontré des professionnels de santé et jusqu'à un examen qui s'appelle une biopsie chirurgicale pulmonaire où on prélève un bout de poumon pour l'analyser et c'est là où ils ont vu que j'avais une pneumopathie d'hypersensibilité et surenvironnement. Donc à ce moment-là, mon pneumologue m'a appelé pour me dire « Marine, vous avez de la moisissure chez vous ?» Et je lui dis « Non, j'ai pas de moisissure chez moi. » Je le serais. Surtout que moi, mon père, il est dans le bâtiment, donc je connais un peu. Le médecin savait que c'était lié à la moisissure, il voulait vérifier la moisissure. C'est ça. Donc, il était déjà ouais. Voilà. Pour lui, il n'y avait aucun doute, c'était de la moisissure suite à l'analyse de la biopsie chirurgicale pulmonaire. Et donc, quand il me dit rentrez chez vous et vérifiez votre logement, je rentre chez moi et je pense tout de suite à soulever ma tête de lit parce que c'est pas quelque chose qu'on bouge quand elle est au mur. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le mur était rempli de coulures, de traces, de moisissures. Et j'ai eu le réflexe d'aller parce que c'était un mur qui donnait sur l'extérieur. J'ai eu le réflexe d'aller à l'extérieur et j'ai vu qu'en fait, il y avait une grande fissure dans ce bâtiment. Enfin, sur mon mur, en tout cas. Et j'ai rapidement compris qu'en fait, c'était la cause. Parce qu'il n'y avait aucune autre moisissure ailleurs. C'est l'infiltration de l'eau dans la fissure. C'est ça. Qui, par l'action répétitive, a contaminé... C'est ça. Et donc vraiment, un choc. Et à ce moment-là, j'appelle mon pneumologue pour lui confirmer qu'il a raison. Et il me dit de quitter ma maison, que c'est une question de vie ou de mort. Et là, je me dis, c'est peut-être un peu excessif, mais je l'écoute. Moi, quand on me parle de maladie ou de problèmes de santé... J'écoute, je suis partie avec ma valise me balader de maison en maison parce que l'idéal, c'est de quitter cette chambre, mais encore mieux de quitter la maison parce que les particules de moisissure sont volatiles. Donc, en fait, je le respirais au quotidien. Et ça a été une descente aux enfers très rapide parce que j'ai répondu à aucun traitement. Et en fait, ça a déclenché une fibrose pulmonaire.
la seule chance que je pouvais avoir, c'était la greffe pulmonaire. Et j'ai à 24-48 heures, j'ai failli ne pas bénéficier de cette greffe. J'ai attendu 3 semaines en réanimation. L'attente d'un greffon a duré combien de temps entre la prise, le constat de la pathologie et l'opération? Donc, je suis tombée malade en 2020 et mes poumons se sont arrêtés de fonctionner en 2022. Donc, en 2 ans, ça a été très, très rapide. Et à ce moment-là, voilà, il n'y avait que la greffe qui pouvait me sauver. Vous avez attendu combien de temps avant la greffe? En fait, j'étais inscrite en février 2022. Et en fait, normalement, on m'avait dit d'attendre 2 ans. Sauf que moi, je savais que je tiendrais jamais 2 ans. Je voyais mon état se décomposer très rapidement, en fait, de jour en jour, ou même des fois de... Vous pouvez nous expliquer justement ce que vous ressentiez quand vous étiez dans une dégradation progressive, justement, ou rapide? Par quoi? Ça pouvait être tout simplement se tourner dans le lit, j'étais essoufflée, me laver, c'était un enfer. Aller se balader, c'était plus possible. Enfin, j'étais sous oxygène. À un moment donné, j'étais sous oxygène de déambulation, juste quand je me déplace. Un masque Ouais, en général, c'est les lunettes. Ouais. Et après, j'ai été hospitalisée du coup à partir de mars 2022. Et là, c'était de l'oxygène H24. Et j'ai eu l'autorisation de rentrer chez moi 2 jours parce que ça faisait 2 mois que j'étais hospitalisée. Et lors de ce 2e jour, j'ai fait une décompensation aiguë. En fait, mon état... j'étais en train de partir chez moi, clairement. Donc, on a dû appeler les pompiers, le SAMU en urgence. Mmh. Et j'ai atterri, du coup, en réanimation. Et l'attente a duré 3 semaines. Et normalement, donc en fait, quand on est dans un état très critique, on passe en super urgence. Donc on est prioritaire sur toute la France. C'est-à-dire que ça devrait, dans l'idée, durer quelques jours. J'aurais dû bénéficier de ce greffon dans quelques jours. Sauf que je suis petite de taille. Du coup, les greffons allaient à la pédiatrie, puisqu'ils sont prioritaires sur les adultes. Et première semaine passe, la deuxième passe, et la troisième... on est presque à la fin et convoque ma famille pour leur annoncer qu'il reste 24-48 heures. Et un miracle, donc c'était le 14 mai et le miracle est arrivé le 16 mai au matin, lors des dernières heures qu'on m'avait laissées, on va dire. Et il y avait un greffon pour moi. Donc ça a été vraiment un très très long parcours, beaucoup de souffrances physiques, psychologiques. Et tout ça à cause d'un logement insalubre. Un bailleur social les bâtiments datent de 1969, ils n'ont jamais été rénovés, il n'y a jamais eu aucun travaux. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un venir nettoyer mes VMC, c'est moi qui le faisais toute seule. Et en fait, voilà, ça me rend dingue de savoir que je suis pas la seule, parce qu'ils ont dit que j'étais bien sûr la seule et qu'ils étaient très sensibles à ma situation, sauf que je suis pas du tout la seule dans ces bâtiments. Et encore aujourd'hui, j'ai appris il y a 2 semaines qu'ils ont fait visiter un logement à une famille de 2 enfants où il y avait de la moisissure dans le logement. Et ils lui ont dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. On passera un petit coup de peinture et ça va aller. Et quand j'apprends que ce bailleur social continue à louer ces logements, ça me rend folle. Ils ont refait la façade extérieure, mais dedans, c'est toujours la cata. C'est glaçant comme témoignage. Je veux dire, j'allais dire que le silence s'impose quand vous parlez, faut être très clair, parce que on voit le lien direct. Docteur, justement, je vous voyais écouter très attentivement. Alors, bien sûr, ça vous étonne pas, puisque, bien évidemment, vous étiez aussi le lanceur d'alerte. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là pour, justement, faire en sorte que nous pesions plus pour que ça ne se reproduise pas? Là, on a l'exemple, effectivement, d'un bailleur indélicat qui va perdurer. Bon, heureusement, c'est marginal, parce qu'on en reparlera avec les professionnels, et fort heureusement, Anne Aiglemer peut le dire, c'est très très marginal que des bailleurs, et malheureusement c'est un bailleur social, ce qui est donc peut-être pas forcément plus grave en soi, quand on est bailleur, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui lorsque vous écoutez le drame qu'a traversé Marine? Alors Marine, c'est un cas
extrême de la situation. Au fond, elle a fait une aspergillose pulmonaire liée à l'humidité dans son habitat. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans l'habitat qui peuvent altérer la qualité de l'air intérieur. Vous l'avez dit tout à l'heure, la qualité de l'air intérieur, elle est souvent 8 fois plus polluée que la qualité de l'air extérieur. C'est un faux cocon, en quelque sorte. Et c'est vrai que l'humidité est un potentialisateur considérable de tout ce qui est allergologique, on parlait des acariens, mais aussi de la faune et de la flore, si je puis dire, microbienne, du biotope, du mycotope au niveau nasal et bronchique, et que, évidemment, ça peut aller dans des situations extrêmes. Nous, en pneumologie, on s'est aperçu, et c'est là où j'ai fait quelques travaux que j'ai présentés aux 2 derniers congrès français d'allergologie. Ils concernent surtout nos malades. Vous savez qu'on a beaucoup de malades qui souffrent d'apnée du sommeil, qui sont ventilés et qui passent donc 80% de leur temps à l'intérieur. Et la ventilation, elle est issue de l'air intérieur. Donc c'est cette ventilation et qui est brassée, si je puis dire, et qui va dans leurs bronches. Et c'est très récent, on a fait depuis 2 ans des études là-dessus, utilisant des capteurs et l'intérêt de ces MEI, comme le disait Bruno tout à l'heure, pour nous définir, nous bilanter un peu cet air intérieur en ce qui concerne les moisissures, certes, mais aussi les particules, mais aussi les composés organiques volatiles, mais aussi les perturbateurs endocriniens que vous évoquiez. Tout ce petit mélange-là est très responsable et les CMEI peuvent nous aider avec des capteurs, parlons pas du radon aussi dans certaines situations, nous brancher un petit peu là-dessus et nous dire ce qu'il faut faire. Et on est surpris au niveau des études, lorsqu'on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on ventile, qu'on aère, qu'on supprime un peu ça, des mesures assez simples. Eh bien, on améliore entre 38 et 50% le sort des malades. C'est les publications que j'ai pu faire sur l'état général, sur l'état respiratoire, voire sur l'évolution de la pathologie. Alors, c'est pas lourde, mais ça améliore considérablement, y compris le sommeil. 38% d'amélioration du sommeil, c'est assez indispensable. Alors ça concerne nos patients, dont Marine était. Et à côté de ça, il y a tout ce qui concerne les écoles, par exemple, où vous avez des petites salles dans lesquelles vous avez de nombreux enfants, ça brasse beaucoup, et il y a beaucoup de pollution de l'air intérieur, c'est parfois mal placé sur le bord de l'autoroute ou du 4 voies, et c'est vrai que on est de plus en plus amené à mettre des capteurs, à étudier, voire aller jusqu'à des purificateurs d'air dont on est en phase de début. Et pour finir, puisque nous traitons de l'habitat en général des Français, et c'est vrai que autant on s'intéresse, comme vous le disiez, à la consommation énergétique, à l'isolation, autant c'est récent de s'intéresser à cette qualité de l'air intérieur, même à recommander de ventiler, etc. C'est fondamental. Mais finalement, c'est récent et fondamental. Voilà ce que je peux dire. Merci docteur, c'est extrêmement précis et je peux vous dire que tout le monde comprend. Anaïg, à la lumière de ce que vient de nous dire le docteur Papex, j'allais dire du point de vue politique, c'est une cause nationale. On est sur un sujet de santé publique avec cette verticale liée au logement. Tout à fait. Et en fait, ce qui est important, c'est que on va aller traiter l'invisible, c'est-à-dire l'air, c'est quelque chose d'invisible, même si effectivement quand il y a des moisissures, c'est autre chose, mais l'air, c'est quelque chose d'invisible. Il n'y a pas de facture en face. Quand on parle d'énergie, il y a une facture. Donc on a du concret, on se dit ma facture a augmenté, je vois les choses. Là, on ne les voit pas forcément. Donc il y a réellement un enjeu public en termes sanitaires, en termes de santé publique. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments à considérer. Actuellement, on est dans une période politique où on remet en question justement tous les avancées environnementales. C'est-à-dire les ZFE, hop, à la poubelle. On a entendu il n'y a pas longtemps à l'Assemblée nationale un coup de gueule d'Anaïg Le Meur, mémorable,
j'ai beaucoup apprécié, parce que moi je vous le dis, j'ai beaucoup apprécié, où là vous avez taclé assez directement aux amis et les fils, enfin on peut dire ça les amis, c'est une moutade. Oui, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain en disant le ZAN c'est fini, le ZFE c'est fini, et voilà. Et en fait, on ignore que derrière, dans le quotidien des gens, ça a une importance. Enfin, il y a un moment, c'est peut-être l'environnement, c'est peut-être abstrait pour certains, mais derrière, ce sont quand même des gens qui en subissent en fait des conséquences. Je veux dire, au bout du compte, quand vous avez de la pollution de l'air, on parle de 48 000 décès en global en France. On les ignore. On fait quoi? On se dit, débrouillez-vous, c'est pas notre problème. Non, c'est notre problème collectif, parce que derrière, il y a effectivement des traitements, des financements, mais derrière, il y a de l'être humain. Donc, il y a un moment, il faut quand même y travailler, on peut pas laisser faire comme ça. Donc il y a vraiment une réflexion à mener beaucoup plus loin. Alors après, à dire qu'il faut mettre des capteurs dans toutes les maisons obligatoires, etc., je pense qu'on n'en est pas encore là. On est déjà sur un process de prise de conscience et d'avoir des gestes du quotidien déjà à remettre en œuvre et à réapprendre des gestes du quotidien pour pouvoir justement commencer à faire le bon choix sur les produits que l'on achète. Déjà de faire un diagnostic humidité, par exemple, tout simplement. Et puis au-delà de ça, c'est aussi toutes les émissions en fait qui sont liées à l'usage des peintures, à l'usage des textiles, etc., à l'usage des produits ménagers. Faire le bon choix. Mais regardez, il y a déjà des normes, il y a des normes NF qui sont déjà sur les produits. Prenez en priorité et exclusivement, même je dirais, pour être un peu clair, des produits qui sont avec des faibles émissions justement pour préserver la qualité de l'air. C'est déjà la première démarche. Arrêtez de surajouter. Voilà, il y a des produits. Les produits, ça fait pas tout. Il y a un moment, on nettoie. Il y a des produits simples, il y a du savon. Voilà, on n'est pas obligé toujours de multiplier. On n'est pas non plus un côté hygiéniste à tout va. Il faut juste avoir du bon sens, du pragmatisme, un peu à l'ancienne. Où le matin, on ouvre les fenêtres, on ventile, voilà, on nettoie sa salle de bain quand on l'essuie pour pas laisser d'humidité sur les murs, quand on a pris sa douche. C'est des choses du quotidien. Non, mais c'est vrai. C'est des choses du quotidien, et je rebondis aussi là-dessus, parce que, et par contre, cependant, il faut prendre en compte les risques structurels. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, c'est ce que j'appelle des gestes pansements. C'est-à-dire que lorsqu'on prend soin de son habitat, en effet, on aère, on ventile, en effet. On ventile tous les matins, 2 fois par jour même, on ventile 15 minutes par jour. Mais lorsqu'on a affaire à des vrais problèmes structurels, ces gestes ne suffisent pas. Et c'est là où, justement, le discours qu'on souhaite porter, c'est vraiment de se dire, à un moment donné, moindre doute, il faut faire appel à des professionnels. Il faut faire un diagnostic. Bien sûr. Il ne faut pas rester sans savoir, parce que c'est pas normal à un moment donné qu'on se retrouve avec de la moisissure chez soi. Tout à fait. Mais alors, justement, je profite de Bruno Tudal. Quels sont les signes qui ne trompent pas, justement, sur quoi faire, comment faire? Comment on peut aujourd'hui orienter les personnes? Alors, les signes qui ne trompent pas, c'est généralement, déjà quand... nous, on se sert des odeurs. Quand on arrive dans un logement, quand on commence à sentir un peu le renfermé, etc., déjà, c'est pas bon signe. Sauf que les gens qui vivent dedans, au bout d'un moment, ne le sentent plus. Donc, eux, ce qui va plutôt les orienter, ça va être leur ressenti. Se rendre compte qu'ils ont souvent le nez bouché, qu'ils ont tendance à tousser, qu'ils ont un peu de mal à dormir. Et en fait, tout ça, c'est très souvent lié. Et finalement, plus ils attendent avant de consulter et de consulter un professionnel, comme on le disait, qui connaît le sujet, parce que c'est pas toujours le cas, et plus finalement la pathologie risque de s'aggraver et pour arriver jusqu'au cas de Marine. Donc, en fait, ce qui est important surtout, c'est si on a un doute, si on voit une trace d'humidité, on nettoie, ça revient. Si on a l'impression que les enfants ils sont un petit peu plus malades que dans le logement précédent, etc., il faut se renseigner. Bien sûr. Il faut être attentif, quoi. Il faut être attentif à son logement et à son état de santé. C'est une très bonne conclusion. Je passerai bien 1 heure en plus avec vous. On a un 3e plateau qui nous attend justement. On va voir les conséquences sur l'immobilier. Merci Marine Leblond d'avoir participé à cette table ronde. Merci pour votre témoignage qui est à la fois sidérant, glaçant, mais en même temps qui aussi va nous permettre, avec cet exemple, de dire voilà, plus jamais ça ne doit se reproduire. Et en tout cas, sachez que nous, on sera toujours, bien évidemment, à vos côtés avec l'équipe éditoriale. Un immense merci au docteur Papex. Alors, pour une fois, j'ai tout compris.
Voilà, voilà, parce que parfois les praticiens. Mais merci pour ce que vous faites, merci pour votre engagement. Je sais qu'on peut toujours compter sur vous d'un point de vue éditorial avec cette formidable collection que l'on lance avec les équipes de Murprotec et Maison Scène, aux côtés d'Edouard David, de Pascal et de toute l'équipe. En tout cas, merci pour votre présence. Un immense merci à Bruno Tudal, conseiller médical en environnement. Je rappelle que vous faites partie de cette collection qui est sous la direction de Nicolas Blondet, la qualité de l'air intérieur pour les nuls, excellent, qu'on peut trouver encore dans les bacs. Merci Bruno d'être venu sur le plateau, vous êtes toujours le bienvenu. Un immense merci à Anaï Glomer, députée du Finistère, présidente du Conseil national de l'habitat. Je sais que vous êtes très fidèle à notre média et à ce que nous faisons. On sait qu'on peut toujours compter sur vous. Ça nous fait du bien d'avoir des politiques qui ont les pieds ancrés dans les territoires et qui savent où ils vont. Merci à toutes et à tous. Une prochaine table ronde justement avec des professionnels. Nous allons justement voir les incidences sur le patrimoine immobilier. On va recevoir Bertrand Esposito, le président de Loiselet et d'Aigremont. On va recevoir Danielle Dubrac, la présidente de l'UNIS. On va recevoir un avocat, Romain Rossilandi, maître Romain Rossilandi, spécialiste en immobilier, et avec bien sûr Gary Ordener, le directeur général du Murprotec. C'est tout de suite après ça. De retour sur le plateau pour ce premier numéro de Maison Scène, justement Maison Scène, et où comment l'habitat peut être déterminant pour la qualité de l'environnement, mais qualité de votre environnement à toutes et à tous. On a écouté 2 séquences extrêmement intéressantes, extrêmement passionnantes, parfois même un peu glaçantes, avec l'expérience justement de Marine Leblond, et on souhaite justement que tout ça ne se reproduise pas, et c'est la raison pour laquelle on a réuni les protagonistes. 3e et dernière série de ce magazine, partie justement avec quel impact sur le patrimoine immobilier. On a souhaité se réunir des professionnels de l'immobilier pour nous expliquer qu'également ça a un impact sur la valeur, l'actif en lui-même, puisque on le rappelait tout à l'heure, l'habitat c'est le lieu de l'intime, c'est le lieu où se forge le destin des uns et des autres, mais c'est aussi un lieu patrimonial qui est géré, garanti par des professionnels. Ils sont syndics, ils sont administrateurs de biens, ils sont transactionnaires. En tout cas, ils sont aussi très conscients des difficultés liées à la santé publique dans l'habitat. On a réuni donc tous ces professionnels autour de nous. D'ailleurs, retour sur le plateau de Gary Ordener, le directeur général de Murprotec. Merci Gary d'être avec nous. Des échanges passionnants et qui permettent de prendre véritablement la mesure. Des grands professionnels de l'immobilier, il est le président de Loiselet d'Aigremont, un acteur majeur de l'immobilier, tant en gestion, en transaction, sur le syndic de copropriété. Bertrand Esposito, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous pour partager votre expérience. Il nous fallait aussi les influenceurs au sens des organisations professionnelles. Elle pilote, elle est la présidente d'une des principales organisations professionnelles immobilières en France. Elle est avec nous, habituée bien sûr de nos médias et très fidèle à Radio Imo. Bonjour Danielle Dubrac. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes également la présidente de la Chambre de commerce du 93, de Seine-Saint-Denis. Vous êtes quelqu'un de très embarqué sur les problématiques et d'enjeux sur l'habitat, mais aussi de faire reconnaître que les professionnels ont une incidence très forte, très puissante, très importante sur ce secteur. Vous avez écouté la première partie. Je pense que vous aussi, vous avez été très sensibilisé avec le témoignage notamment de Marine Leblond. Assez poignant, parce qu'on se dit que s'il y avait eu une visite peut-être systématique, préventive, une fois par an, peut-être que ça ne serait pas arrivé, que la maladie ne serait pas arrivée. C'était vraiment impressionnant. On va voir aussi comment le droit aussi permet de garantir, il faut parfois du droit, hein, on est d'accord, pour permettre de garantir cet équilibre entre propriétaires et locataires, parfois. D'ailleurs, des propriétaires, ces derniers déconsidérés par un exécutif qui pense que les propriétaires sont des salauds de capitalistes. Ben non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, le coefficient de détention patrimoniale, il est de 1,1 en France. Donc on a plein de petits propriétaires qui sont loin d'être des marchands de sommeil, qui souhaitent bien faire les choses. Encore faut-il qu'on les considère, mais également les consommateurs, les locataires. C'est un équilibre subtil qu'il faut aussi savoir gérer. Donc je suis très heureux que les professionnels soient là, parce qu'ils défendent cet équilibre entre les bailleurs et le locataire, et le droit est incarné par quelqu'un qui maîtrise très bien le sujet justement, puisqu'il est un avocat réputé en droit immobilier, c'est maître Romain Rossilandi. Bonjour Sylvain. Merci. Bonjour Romain, merci d'être avec nous, c'est extrêmement important. On va aller justement d'une façon un peu plus générale. Je vais vous demander à tous de réagir. Sur la première partie de l'émission, vous avez eu la gentillesse d'écouter et la patience pour que vous puissiez participer à cette troisième partie.
Bertrand Esposito, vous avez écouté... Alors vous, il se trouve que vous connaissiez déjà le sujet. Vous étiez très bien embarqué, notamment sur le logement collectif, sur le sujet. Est-ce que ça vous surprend quand vous entendez les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure, de plus de 48 000 décès, 20 000 décès par an, les chiffres sont considérables. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la profession, vous en particulier également, avons bien tous pris la mesure de tout cela? Alors moi, ça ne me surprend pas, parce que comme vous le rappeliez, on était au cabinet assez impliqué déjà sur ces questions de qualité de l'air, d'humidité dans le bâtiment. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière, on disait le salpêtre dans les sous-sols d'un immeuble, c'est normal, compte tenu de son âge, et puis ça fait partie de la vie du bâtiment. C'était presque d'ailleurs étonnant, puisque c'était un gage d'un immeuble sain en disant ça vit. Il y a du salpêtre, donc l'immeuble, il vit, respire, il travaille, il y a de l'humidité. Ouais. C'est bon d'ailleurs pour les fondations. Et moi, ça m'a toujours étonné, parce que je m'étais passionné très tôt pour les puits canadiens, les systèmes de chauffage sans apport. Et je trouvais ça assez curieux. Et puis, nous, on a été sensibilisés parce qu'on a eu des choses un peu dramatiques dans un immeuble où on avait expliqué qu'il y avait vraiment non seulement des remontées capillaires, mais des infiltrations au travers des façades. D'ailleurs, nous avons négocié avec les compagnies d'assurance pour faire prendre en charge, d'ailleurs dans le titre des intercalaires Loiselet, la prise en charge des infiltrations au travers des façades. Mais surtout, on a doté, nous, nos gestionnaires, de détecteurs d'humidité. C'est-à-dire qu'ils ont tous des petits appareils depuis plus de 20 ans. Et ça leur permet de voir et d'expliquer. Parce que les professionnels que nous sommes syndics, administrateurs de biens, notre rôle aussi, c'est d'expliquer les choses. Et moi, je prends toujours 2 exemples qui sont très intéressants, je trouve. C'est le pare-brise de voiture. Et moi, j'ai commencé à avoir ma première voiture, j'avais pas de climatisation dans ma voiture. Eh bien, le pare-brise de voiture, par un jour d'hiver, sans forcément de la pluie d'ailleurs, mais eh bien, vous voyez que sur le pare-brise, vous avez ce qu'on appelle un point de rosée, donc de l'humidité. Et s'il n'y a pas de ventilation, eh bien, vous ne pouvez plus conduire. Et je pense que cette image, elle est importante à garder à l'esprit, parce que elle peut plus conduire, mais ça veut dire aussi que si ça se passe dans votre logement, vous ne pouvez plus y habiter sereinement. Alors que le logement, l'immeuble en général, il doit être un cocon, un lieu où on se sent bien. Et donc là, c'est plus le cas. Et puis je prends un autre exemple, parce que la nature est quand même bien faite. Ce sont les terriers d'animaux et les nids d'oiseaux. Avez-vous déjà vu un terrier où il y avait de l'humidité dans le terrier ? Ben non, parce que dans un terrier, il est protégé autour, il y a une ventilation. Il faut pas confondre d'ailleurs aération et ventilation, parce qu'il y a un amalgame qui est fait, et nous, on l'explique régulièrement à nos clients. Et donc le terrier, il est isolé de l'extérieur. On parle de sur-isolation à ne pas faire, mais il est isolé et il est sain parce qu'il y a une ventilation de ce terrier. C'est pareil pour certains nids d'oiseaux. Vous ne verrez jamais de l'humidité dans le nid de l'oiseau, parce qu'il y a un système de ventilation qui est créé. Donc, il ne faut pas réinventer n'importe quoi, il faut se baser sur ce qui existe, et on comprend très bien, à travers le pare-brise, à travers le terrier, eh bien qu'une maison saine, elle doit être isolée, elle doit être traitée, que les remontées d'humidité, ce n'est pas un phénomène normal, et qu'il faut le dire, que le logement doit être ventilé, on parle beaucoup de double flux, qu'on installe maintenant, parce que quand on est dans les rénovations énergétiques, et Daniel Dubrac en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est important aussi d'éduquer les copropriétaires sur pourquoi on fait une rénovation énergétique et comment on doit la faire. Et on ne peut plus exclure d'une rénovation énergétique, bien sûr, l'isolation, les ITE, les traitements capillaires, mais également ces problèmes de ventilation. Et ça, c'est vraiment très important, et c'est le rôle des professionnels que nous sommes, d'éduquer aussi les uns et les autres sur le fait de ne pas faire sécher du linge dans son salon sans ventiler, etc., etc. Voilà, et ça, c'est quand même fondamental. Merci, c'est extrêmement prosaïque, mais terriblement efficace, ce que vous dites. Daniel Dubrac, votre ressenti d'abord sur la première partie de l'émission, on était tous très émus, effectivement, d'entendre par la preuve, malheureusement, les conséquences extrêmes que peuvent avoir la contamination par l'humidité. Ça ne vous surprend pas, ces sujets-là. Vous savez que c'est des questions aussi de santé publique, et vous en emparez avec l'UNIS également. Ça me surprend pas, c'est poignant, mais finalement, je me dis qu'en tant que responsable d'une institution
professionnels, une fédération, rappeler la réglementation, que ça soit le décret sur le logement décent, que ça soit le décret sur l'hygiène et la sécurité, avec effectivement des obligations de regarder le ruissellement, les problèmes de capillarité, l'évacuation de l'air, l'étanchéité à l'air, le renouvellement de l'air, l'aération. Finalement, même si tout ça est listé, ça veut peut-être dire qu'on passe à côté d'être ambassadeur sur cette nécessité d'être dans une maison qui est saine. Aujourd'hui, on est auto-centré sur la rénovation énergétique. Pourtant, la rénovation énergétique, souvent, on regarde ça avec des bouquets de travaux. Donc, on regarde l'étanchéité du toit et on va quand même regarder la ventilation. Mais si l'équipement n'est pas adapté à l'isolation thermique qu'on a mis par l'intérieur ou par l'extérieur, si on n'a pas des produits respirants, si on n'a pas pensé faire un diagnostic avec l'intégralité des travaux, on peut peut-être passer à côté de la qualité de l'air dans un logement. Et donc, ces exemples-là me conduisent à dire que non seulement il faut que nos professionnels de l'immobilier soient peut-être resensibilisés, mais en tout état de cause, il faut qu'ils soient ambassadeurs pour leurs clients. On organise, nous, les universités de la copropriété. On pourrait parler effectivement de la qualité de l'air. On parle souvent des problèmes d'eau parce que on a parlé saturnisme, voilà. Mais on parle souvent des problèmes de structure. Mais on n'aborde peut-être pas la question sur l'humidité qui a généré des affaissements. Et puis surtout sur la santé. Sur la santé, on va en parler sur des maladies, mais sur l'asthme, les allergies, les irritations, on n'en parle pas. Donc associer la rénovation, les travaux de rénovation avec l'amélioration de la qualité de l'habitat, et ça passe par la qualité de l'air. C'est quelque chose qui est invisible, c'est ce que disait tout à l'heure Anaïs Glemer. C'est extrêmement important et je crois qu'il faut qu'on fasse des piqûres de rappel, tant vis-à-vis des professionnels que vis-à-vis finalement de nos clients qui sont bailleurs et qui sont des copropriétaires. Et quand ils sont bailleurs, c'est important parce que si le logement n'est pas décent, on ne peut pas le louer, très clairement, ou alors il va y avoir des difficultés judiciaires, notamment sur les APL et pas que. Il va y avoir des interdictions d'habiter. Et vis-à-vis d'un propriétaire, c'est quand même important qu'il puisse avoir des locataires, sinon les locataires vont fuir, ils ne vont pas venir habiter un logement qui est insalubre. Ce que vous dites est tellement juste que, effectivement, quand on voit l'immensité, la dimension du problème, on se rend compte en fait de la tâche, puisque je crois que c'était avec vous, Gary, d'ailleurs, qu'on en avait parlé. Vous m'avez dit des fois, tu as l'impression de rénover, on travaille les murs, etc. Mais en fait, on n'a pas traité en interne le sujet. Et en fait, on ne fait que décaler dans le temps le sujet. C'est le cas aujourd'hui. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le lien que fait Daniel Lubrac sur... On parle du chantier du siècle, on dit la rénovation énergétique, il faut régénérer le bâti sur lui-même. Mais là, vous intégrez, Daniel, cette notion de santé publique. Parce qu'aujourd'hui, on dit confort d'hiver, confort d'été. Et ce que vous dites, Daniel, si je peux me permettre, c'est aussi la santé. Vous y ajoutez le mot santé. C'est déterminant. C'est déterminant parce qu'en fait, effectivement, on a voulu optimiser, les économies d'énergie, voilà, en isolant les maisons, voilà. Mais vous l'avez dit, et je le répète, isoler, c'est bien, mais ventiler, il ne faut pas isoler sans ventiler. Et il y a des chiffres qui sont assez flagrants. Le CSTB, le Centre scientifique technique du bâtiment, a fait une étude récente qui dit qu'en France, 37% des logements ont de la moisissure, visible ou non visible. 37%. Mais c'est énorme. Et ce qui est énorme, Sylvain, c'est que dans les logements, justement, basse consommation, BBC, etc., à faible consommation énergétique, ce chiffre de 37% passe à 47%. Donc ça montre bien que dans les constructions neuves, récentes, qui devraient donc justement nous protéger, bien sûr, à économiser des énergies, mais également de notre santé, c'est pire. Ça, c'est un vrai problème. Maître Romain Rossi-Landy, d'un point de vue juridique, est-ce qu'il y a des choses à faire parce que là, on est sur un problème de santé publique. On est tous d'accord là-dessus. C'est un problème, c'est une alerte grave de santé publique. J'avais posé d'ailleurs cette alerte, vous vous rappelez, Gary, sur BFM Business. Et la rédaction de BFM Business m'avait dit à l'époque, ton sujet, il est top, mais on a du mal à pas le croire, mais à avoir l'immensité, parce que j'avais cité le nombre de décès. Et tout de suite, dans la rédaction, quelqu'un avait dit, mais attends, mais tu rigoles, la prévention routière, c'est un sujet bien plus important de société, c'est pas le cas. C'est une bonne question. Moi, j'étais surpris en entendant la première partie de l'émission par les chiffres. Les chiffres, le nombre de décès, j'ignorais totalement. Moi, je connais en tant qu'avocat le nombre de contentieux liés à l'humidité. Et croyez-moi, il y en a énormément.
Ah oui, mais à ce moment-là. Ah bah oui, parce que il y a une répartition assez fine. Il y a, en gros, pour faire simple. Non, mais si on fait une shortlist des 5 premiers cas de contentieux, alors je ne sais quoi pas si c'est dans les 5 premiers cas, mais l'humidité, c'est un problème qu'on voit très souvent, parce que effectivement, entre un bailleur et un locataire, en gros, le bailleur est responsable si l'humidité a une cause structurelle. Je simplifie au maximum. Il y a une fuite dans le toit, ça vient. Bon, ça c'est la responsabilité du bailleur. En revanche, le locataire peut être responsable au sens de la loi de 89 si c'est un défaut d'entretien courant. Et la ventilation, donc aérer, ouvrir ses fenêtres 15 minutes par jour, ça, c'est de la responsabilité du locataire. J'avais eu un cas où le locataire avait mis des scotch sur les ventilations des fenêtres parce qu'il avait froid. Mais en fait, en faisant ça, sans le savoir, il pensait garder de la chaleur. Il a créé un pont thermique, ça a créé énormément, je ne suis pas spécialiste, mais ça a créé de l'humidité. Et les moisissures sont apparues, mais ce n'était pas la responsabilité du bailleur. Donc ça a donné lieu à des expertises, je vous passe les détails, c'est très compliqué. Et pour répondre très directement à votre question, aujourd'hui, dans notre réglementation, il y a quand même un arsenal juridique qui existe, qui est très complexe. Il y a, ça aussi c'est compliqué, les gens mélangent tout entre un logement indécent, ça relève du droit privé, de la relation bailleur-locataire, ça c'est le décret de 2002 qui fixe un certain nombre de règles, de critères de décence, notamment la ventilation et donc la question de l'humidité. Indécence, c'est impropre à la location, on est d'accord ? Oui. D'accord. Exactement. La conséquence, mais c'est pas forcément dangereux pour la santé. Et de l'autre côté, il y a ce que l'habitat indigne. Et ça, c'est ce qui est dangereux pour la santé. Donc on peut, en général, quand on est indigne, on est forcément indécent, mais on peut être indécent sans être indigne. Donc il y a une différence entre l'indécence et l'indignité dans le logement. Évidemment, donc c'est déjà très compliqué de s'y retrouver parmi tous ces textes. Ouais. Grosso modo, je vous donne un peu un exemple. Vous êtes, partons d'un exemple concret. Vous êtes locataire, vous avez des moisissures qui apparaissent. Vous faites un courrier à votre propriétaire, il bouge pas, il dit ça m'intéresse pas, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire venir un inspecteur de salubrité. Souvent vous appelez la mairie, le service d'hygiène. Ils viennent et là ils vont constater qu'il y a de la moisissure. Donc ça peut conduire, et c'est très important pour le bailleur, à un arrêté d'insalubrité, donc qui est pris par le préfet. Et cet arrêté d'insalubrité, c'est vraiment, moi je dis, pour le bailleur, c'est l'arme de destruction massive parce que ça autorise le locataire à ne plus payer le loyer. C'est le seul cas d'ailleurs où il y a une suspension automatique du loyer, sans que le locataire soit obligé de demander l'autorisation au juge. Donc c'est quand même le locataire doit quitter les lieux. Et parfois, il y a même une obligation de reloger aux frais du propriétaire le locataire. Mais aux frais, c'est-à-dire le propriétaire paye pas le loyer. Airbnb, il va payer l'hôtel pendant le temps qu'il faudra pour faire les travaux. Et il n'y a pas un dossier en gros, c'est 2 ans, le délai moyen pour pouvoir faire les travaux et obtenir la main levée de l'arrêté d'insalubrité. Moi, j'ai des dossiers où il y a fait 2 ou 3 ans qu'on a un arrêté d'insalubrité, donc le propriétaire touche plus de loyer. Souvent, il n'a pas les moyens de financer les travaux. Et le locataire, lui, il vit dans un logement, soit il a été relogé, tant mieux pour lui, soit il vit dans un logement qui est pas décent. Parfois, ça les arrange, les locataires. Je le dis aussi, parce qu'ils ne payent plus de loyer. Un logement collectif dans un immeuble, oui. Un seul logement peut être fait après d'insalubrité sans contaminer les autres logements. Alors, c'est possible, oui. Alors moi, j'ai un cas, c'est l'inverse. C'est à Mantes-la-Jolie. Il y a un arrêté qui a été pris sur tout l'immeuble. Donc, c'est la copropriété qui est défaillante. Par contre, moi, ma cliente, elle a son appartement, lui, qui est parfaitement décent. Son appartement, il est parfaitement décent. Elle a fait les travaux, etc. Elle paye ses charges. La copro est mise sous administration provisoire parce qu'il n'y a plus de charges qui sont payées. Elle a un arrêté depuis 3 ans d'insalubrité. Son locataire ne paye plus de loyer, il ne paye même plus les charges alors qu'il devrait continuer à les payer. On est dans une situation absolument... et la mairie de Mantes-la-Jolie devrait intervenir, pourrait faire les travaux d'office, parce que la copropriété est défaillante, mais elle ne le fait pas. Donc ce que je dis, moi, ça illustre les difficultés qu'on a quand on est bailleur. Donc les 2 cas sont possibles. L'insalubrité à la copropriété et l'insalubrité d'un appartement individuel dans une copropriété. Il est nécessairement indécent. D'ailleurs, il est interdit à la location. Il ne peut plus louer son appartement alors que lui, il est parfaitement fonctionnel. Oui. Et son locataire, pour la petite histoire, est revenu s'installer malgré l'arrêté. Et du coup, là, je lance une procédure d'expulsion contre lui parce qu'il s'est installé alors qu'il n'aurait pas le droit de le faire. Donc c'est ubuesque comme situation. Des situations comme ça, vous en avez vu, Gary ? On en voit malheureusement régulièrement. Et après, le souci, c'est ce que vous venez de dire, maître, c'est que c'est le temps. C'est le délai entre le moment où même... Alors bien sûr, on peut aller déposer plainte à la mairie ou faire relever les différents cas, mais il y a une inertie avant que ça se passe. Il y a des fois, ils sont relogés, les gens, mais parfois, ils ne le sont pas. Donc nous, parfois, on les revoit 8 mois après. Ils sont toujours dans leur logement, d'accord, insalubres. Ils continuent à respirer de la moisissure, des spores, des COV, parce que le délai, c'est, je pense que vous n'allez pas me contredire, mais c'est très très long, quoi. C'est très quoi long. les COV ? Tous les composants organiques volatiles, pardon. Ah oui, composants organiques volatiles, c'est fou. Hein. Ils sont présents dans l'air. Ouais. C'est le mycotope du docteur Papex, quoi. C'est un bouillon de culture. Obtenir la main levée de l'arrêté d'insalubrité, c'est pas simple pour le propriétaire. Ça va coûter très cher, il va falloir faire des travaux. Aux frais du propriétaire. Aux frais du propriétaire. Les propriétaires, ils en prennent vraiment plein la gueule. Hein.
Oui, mais quand on voit parfois il est responsable. Il est responsable. Non, mais quand je dis dans le problème, c'est que on voit bien, enfin, je vais parler sous le couvert des professionnels, que les propriétaires ont été aussi beaucoup la variable d'ajustement des politiques publiques. On peut le dire, ça. Je dirais plutôt SAV. Les politiques publiques, hein. Voilà. Avec le zigzag des politiques publiques. Joliment dit. C'est pas mal, ça. Mais justement, vous écoutez, alors, parfois c'est injuste, on est d'accord, Daniel ? On fustige le propriétaire, c'est pas ça reste quand même marginal. Une majorité de propriétaires souhaiteraient faire de bons travaux, faire les choses, à condition qu'il y ait quand même un système, j'allais dire, de donnant-donnant avec les politiques publiques, non ? Bien sûr. Oui, par exemple, revoir la révision des charges récupérables, ou des dépenses locatives. Ça peut être quelque chose qui peut peut-être un jour être abordé de façon sérieuse. Mais je pense aussi, je ne sais pas si j'ai la parole, mais je pense que souvent, quand on regarde les charges de fonctionnement, on regarde les contrats et on va éliminer le contrat d'entretien des VMC, voire des bouches VMC. Les bouches, on se dit, on va le faire nous-mêmes. Les VMC, c'est peut-être pas la peine. Nous, on conseille tous les 3 ans, il faut vraiment faire un grand ménage. Bon, c'est pas visible. Et donc ça, c'est très embêtant que les propriétaires, ou quand il y a un problème, bon, aérer c'est bien, mais si quand on aère, il y a quand même encore de la moisissure, c'est carrément faire un diagnostic. Je crois que grâce à Murprotec, on est là pour le comprendre. Le diagnostic, ça coûte pas très cher, ça peut donner effectivement des informations et un traitement curatif qui va éliminer complètement le problème de moisissure et donc de qualité d'habitat dans le logement. Parce que c'est ça, en fait, c'est là où il y a le danger quand même. C'est pas que de l'inconfort. Ça peut être dangereux pour le résident. Nous, il est même offert, puisqu'on en fait plus de 30 000 par an gratuitement. Quoi. Vous faites 30 000 diagnostics gratuits. Mais on ne fait pas payer. Alors, quelle est l'astuce sur le non-paiement ? C'est parce que derrière, vous pourriez faire les travaux et vous déduisez le diagnostic, peut-être ? Alors, on ne le déduit pas parce qu'on ne le fait pas payer, d'accord ? Mais effectivement, derrière ces 30 000 diagnostics qu'on fait, on réalise également des travaux, d'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on s'en sort. Mais c'est un investissement pour l'entreprise de plus de 8 millions d'euros par an. Parce que vraiment, on veut... C'est notre RSE à nous, quoi, d'accord ? C'est un peu notre vocation, d'accord, de dire... ça vous coûte rien de faire le diagnostic. Après, vous ferez les travaux, vous les ferez pas, mais au moins, vous avez conscience de ce qui se passe. Ça, c'est le plus important. C'est vrai que vous vous inscrivez dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, puisque vous consacrez un effort. Et d'ailleurs, le collectif Maison Saine qui est mis en place avec le concours de Murprotec, mais aussi tous les autres contributeurs de l'aménagement et de la qualité de l'habitat, c'est aussi un investissement. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas une entreprise philanthropique. Parce qu'une entreprise doit être prospère si elle veut être crédible, pour être très clair. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et heureusement d'ailleurs, parce que si vous n'étiez pas prospère, vous ne pourriez pas sensibiliser l'opinion publique sur l'alerte Maison Saine. Et c'est important de le dire, comme ça les choses sont très claires. Bertrand, je vous voyais acquiescer justement, vous êtes d'accord, parfois on fustige un peu trop les propriétaires, mais que justement, je voudrais qu'on rappelle l'importance des professionnels que vous êtes. Quand, par exemple, Daniel Dubrac dit qu'on peut avoir un conseil syndical qui dit on va peut-être arrêter le contrat de VMC, etc., c'est de la responsabilité peut-être du syndic, du pro, de dire mais surtout pas. Par exemple, des choses, de garantir l'équilibre. C'est l'importance de toute la formation professionnelle également et des collaborateurs que nous avons. Et puis d'informer sans arrêt. On dit toujours sur l'ouvrage, mais... il y a à peu près 6 mois, on tire une lettre trimestrielle d'information pour tous nos copropriétaires à peu près 100 000 exemplaires chaque trimestre. Et au début d'année, c'était sur la qualité de l'air. Mais tout le monde disait, ah bon, vous avez traité de ça, c'est un peu bizarre, c'est pas très vendeur comme... Mais on a eu un taux de retour incroyable. C'est-à-dire les gens qui parlaient de problèmes, qui n'osaient pas le dire, parce qu'il y a des gens aussi qui vivent avec des moisissures et qui n'osent pas le dire. Parce qu'ils ont peur d'être coupables. Ah oui. Il y a ce sentiment en fait. C'est comme quand il y a des cafards dans les appartements où les gens n'osent pas le dire, ne le disent pas, et puis ça met en échec le traitement. Donc cette vision globale qu'on doit avoir de bien analyser, de bien connaître et de porter la bonne parole aussi, parce que c'est notre rôle en tant que professionnel d'éduquer un peu nos copropriétaires et de leur expliquer les phénomènes que tout le monde ne comprend pas. Eh bien, on arrive à faire vraiment et à traiter ces problèmes régulièrement. Et je dois dire qu'on est assez fiers de ça, en se disant, quelque part aussi, notre rôle, c'est pas... Vous savez, on est toujours vu comme des
des percepteurs élus, en fait. Eh bien, non, on contribue. On l'a fait avec les défibrillateurs, on le fait avec la qualité de l'air, c'est important. Mais alors, c'est important parce que je profite d'une toute petite digression sur la qualité des métiers de la copropriété, qui, effectivement, sur le papier, ne sont pas forcément très sexy ou attractifs. Or, c'est un des métiers les plus polytechniques qui existent, puisque au sens étymologique, plusieurs technicités de médiation, d'intermédiation, de relations humaines extrêmement puissantes, de grande qualité et surtout garant de l'environnement, dans une certaine mesure, sans faire de jeu de mots avec le RGE, c'est-à-dire l'environnement sain d'une copropriété saine et harmonieuse. Justement, les études démontrent que non seulement ça a une incidence sur les charges, mais c'est presque une incidence sur la baisse des charges, la qualité et les comportements. Et je suis très heureux que vous interveniez sur le sujet parce que vous avez évoqué un sujet majeur qui est celui du capital humain. Parce que vous avez parlé de la formation des collaborateurs qui accompagnent ce mouvement. Je sais que l'UNIS, Daniel Dubrac, la question de l'enseignement, de la formation, de la qualité et de l'excellence de la formation est aussi au cœur de votre politique aujourd'hui à l'UNIS. C'est important à la fois de former les professionnels, donc c'est des formations tout au long de renouvellement de la carte professionnelle aussi, mais aussi sur des informations de cette nature, et puis informer aussi nos copropriétaires et nos bailleurs. Ça, c'est très important puisqu'ils ont en face quand même le locataire. Et pour le locataire, je pense que sur le bon usage du logement, dans la loi de 89, là, on disait que c'était pas une obligation, mais il y a une obligation de bon usage du logement, et donc le fait de pas aérer ou peut-être de pas faire de signalement, c'est quand même une cause aussi importante et qui peut être contre le locataire à terme. Donc voilà, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser, et plus on informe, mieux on se comprend et mieux on va prendre la bonne décision. C'est-à-dire, ça va être des travaux à faire ou tout simplement un contrat à refaire ou un diagnostic. Voilà. Je voulais aussi parler des mérules, parce que tout à l'heure, Anaïs Glemer, elle est du Finistère. C'est quoi la mérule ? C'est un champignon, ça attaque le bois. Et donc c'est dramatique parce qu'il faut faire un traitement chimique, ça amène de l'humidité évidemment. Et puis la conséquence, c'est que pendant ce temps-là, le locataire, il faut l'enlever le temps du traitement. Et il n'y a pas de diagnostic mérule, sauf dans le Finistère. On a oublié de poser la question à Anaïs Glemer, qui est du Finistère. Peut-être que, pourtant on n'est pas spécialement pour des diagnostics à rallonge, mais peut-être que ça peut être aussi quelque chose qui peut être regardé à ce niveau-là. Quand on s'appelle Murprotec, les professionnels sont forcément prescripteurs de vos solutions. Vous êtes un des éléments essentiels de la garantie de la qualité de l'habitat. Oui, les professionnels sont des prescripteurs. D'ailleurs, dans nos prochains projets, nous aujourd'hui, on répondait essentiellement à des demandes, d'accord, de particuliers propriétaires, d'accord, voilà. Et dans les projets, on veut collaborer le plus possible avec les professionnels. Et créer... Vous syndic, non, voilà, pour vous, c'est important d'entendre Murprotec en disant on a besoin de vous pour nous aider à prendre la mesure de l'humidité. C'est important. Exactement. On veut créer une offre pro, d'accord, là, pour pouvoir justement répondre aux besoins des bailleurs, des professionnels de l'immobilier, des collectivités, afin de trouver des solutions avec eux de prévention. Moi, je suis d'accord avec ça. Plus on va en parler, plus les gens vont être conscients, mieux ça sera. On va devoir bientôt conclure cette émission, mais je voudrais juste vous poser une question directe, Maître Romain Rossinandi. Si on devait donner 2-3 conseils, justement, propriétaires, locataires, qu'est-ce qu'on dirait, de manière à ne pas arriver dans des situations à la fois dramatiques de santé, mais aussi des situations contentieuses, pour être très clair, bien évidemment. Ouais, le propriétaire, il y a des obligations légales qui pèsent sur lui, l'obligation de délivrer un logement sain et décent. Et évidemment qui ne mettent pas en danger la santé de son locataire. Donc ça, c'est assez simple à comprendre, c'est la loi, il doit l'appliquer, effectivement, faire des travaux quand même régulièrement et pas laisser, quand on a un locataire qui est là depuis des années, ne pas attendre la fin du bail pour faire les travaux. Bah oui, bien sûr. Ça, on le voit trop souvent. Au bout de 15 ans, normalement, il faut faire des travaux. Mais si le propriétaire, il n'a pas les moyens, c'est quand même pas évident. C'est le problème, mais je veux dire, à ce moment-là, ça, on peut avoir le débat. Aujourd'hui, plus personne n'a envie d'investir. On attend tous le statut du bailleur privé pour justement essayer de libérer un peu de pouvoir d'achat. La loi du 6 juillet 89, vous savez bien que moi, je la trouve déséquilibrée. Elle est complètement au profit du locataire et pas du tout. Mais il y a quand même quelque chose dans la loi de 89, c'est ce que je disais, et j'insiste. Ça, c'est important de le rappeler. Au titre de son obligation d'entretien, c'est l'article 7, alinéa 5 de la loi du 6 juillet 89, le locataire doit aérer, il doit ventiler. On parle de l'humidité aujourd'hui. Et ça, ils ne le font pas, les locataires. Enfin, certains le font, mais... et ça, c'est très compliqué. Après, c'est une question de preuve. Mais il y a une présomption dans la loi, c'est qu'effectivement, le locataire est présumé responsable du mauvais entretien. C'est à lui d'apporter la preuve contraire. Donc, juridiquement, c'est très important ce que je dis, parce que c'est pas évident dans un dossier. Donc, le locataire a intérêt à faire attention, à
entretenir correctement son bien et en aérant, en ventilant, et pas ouvrir que la fenêtre d'un côté. Il faut ouvrir la fenêtre des deux côtés pour ventiler, sinon ça ne suffit pas. Il est l'heure de conclure. Merci à tous pour toutes ces paroles. Gary, si on devait aujourd'hui dire, et merci pour ce premier numéro, nous avait permis de construire éditorialement, et c'est un vrai sujet de société, on s'y emparait avec beaucoup de passion et beaucoup d'engagement. Quelles seraient et quelles seront vos priorités dans les semaines à venir? On va vous retrouver à Roland-Garros avec nous pour la rentrée économique du MEDEF à la REF, la rentrée des entreprises de France, fin août. Et à partir de septembre, nous aurons tous les mois, bien évidemment, un magazine complet. Vous avez souhaité qu'il soit long, contenu, important pour engager les professionnels, mais également pour le grand public. Tous les samedis matins, on va vous retrouver également sur une chronique mise en scène sur l'émission que j'ai le plaisir d'animer sur Sud Radio, Parlons IMO. Gary, c'est à vous. Alors, nous, les 3 priorités dans les semaines à venir, les mois à venir, c'est bien sûr déjà de continuer à recruter des experts et des techniciens, parce que la demande de diagnostic est croissante, donc il faut qu'on puisse y faire face. Je le disais juste avant, c'est également créer une offre spécialisée pour les pros, les bailleurs, les agents immobiliers, et bien sûr, continuer à sensibiliser, à prévenir les risques sur l'habitat, avec notre programme Maison Saine. Donc je vous invite d'ailleurs d'aller sur notre site, maison-saine.fr. Absolument. Où on retrouvera tous les éléments, d'accord, et beaucoup également d'astuces, d'accord, simples qu'on peut mettre en place. Et donc moi j'étais très heureux et je suis très heureux de pouvoir communiquer sur ce sujet important pour nous, et vivement la prochaine émission. Voilà, on va rappeler, je vais demander à la technique de mettre www.maison-saine-du-6 scène maison-scène.fr. Manifestez-vous, likez, commentez avec beaucoup de bienveillance. Je vais vous proposer un petit jeu pour conclure. Vous êtes d'accord ? Un petit jeu pour conclure. Je vais vous demander à chacun de me donner un mot, un seul mot, spontanément, qui illustrerait les propos qu'on vient d'échanger. Un mot, un adjectif, au hasard. On va commencer par vous, Bertrand. Voilà, c'est difficile en un mot, on a dit tellement de choses. Je dirais capital. Capital. Daniel Lubrac. Qualité de vie, mais ça fait pas un mot. Alors, vous diriez quoi ? Sensibilisation. Sensibilisation. Très bien. Maître Rossinandi. Vigilance pour le locataire et le propriétaire. Vigilance. Gary. Moi, prévention. Prévention. Et vous, Sylvain ? Alors, moi, je vais faire la phrase qui correspond, si vous voulez bien. Faire acte de prévention, c'est conserver son capital de manière à développer cette sensibilisation. Pour le faire, il faut appliquer beaucoup de vigilance, que vous soyez propriétaire ou locataire. Ce sera la conclusion de notre émission. Merci à vous. Un immense merci à Bertrand Esposito. Merci. Je crois que c'est la première fois que je vous interviewe, il me semble. Absolument, oui. Il était temps, depuis le nombre d'années que nous sommes. Donc cette injustice est réparée. Merci immensément de votre présence avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Loiselet et d'Aigremont. Un petit clin d'œil à Philippe Loiselet. Daniel Lubrac, un immense merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous êtes président de l'UNIS, vous êtes très engagé dans la société civile pour défendre aussi les entreprises et les bonnes pratiques. Merci de votre participation et également de votre fidélité à Radio Imo. Un immense merci également de sa fidélité à notre média avec nos amis de Capital, avec Sud Radio et également, bien sûr, Radio Imo, c'est Maître Rossinandi. Un immense merci. Ça nous fait vraiment plaisir. Vous êtes toujours très clair dans vos explications. Un grand merci. Et enfin, un immense merci à Gary Ordener, directeur général de Murprotec, qui nous a permis d'être ici. L'heure des remerciements également avec tous nos amis de la technique, Jason, Théo et Baptiste, bien évidemment, notre super producteur Grégoire Darico, voilà, qui a bossé de manière chargée, difficile, parce qu'on était dans le rush. Et merci à lui pour tout cela. Merci également à Karine. Merci aux équipes de Murprotec également. Notre super réalisateur Christophe, qui est toujours affûté, qui prend des photos plus vite que son ombre. Un immense merci à Édouard David. Un immense merci à Pascal Brunon, à Sullivan Pernet, à toutes les équipes de Murprotec qui nous ont permis d'être ici. On sera avec vous toute cette année et on tâchera avec les équipes de Murprotec et Maison Saine d'irriguer très largement justement ce problème de santé publique, et c'est bien l'objectif qu'on s'est fixé. D'ici là, on vous souhaite tous un très très bon été. Voilà. Prenez soin de vous,
de vous, de votre prochain et de votre lointain, parce que je peux vous dire que dans le contexte actuel, on en a tous bien besoin. À très vite, les amis. Maison Saine, une émission proposée par Murprotec, à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.